C'est ce jour-là que le raid intervient. C'était la piste Mohamed Merah. Vous le prenez au sérieux, c'est un homme dangereux. On sait qu'on se dirigeait vers une intervention exceptionnelle, donc on était tous tendus, c'est sûr. On n'a pas allumé la lumière pour plus de discrétion. Quand on ouvre la porte, il n'est pas du tout surpris, il attend derrière et il tire dans la porte. Il sort de la salle de bain comme un fou, et il charge direction le balcon. Je prends 2 tirs. Toi, tu te prends 2 balles, une dans le casque qui te sonne. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai entendu un tut dans ma tête pendant 15 secondes. J'avais mal à la tête, j'avais mal à l'épaule, je sentais du sang couler. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Charles. Bienvenue dans mon incroyable histoire. Marc, en tant que policier d'élite du raid, tu as été au cœur de l'un des assauts les plus longs et les plus spectaculaires qu'a connu la France ces dernières années. Face au raid, ce jour-là, Mohamed Merah, ce jeune radicalisé, vient de tuer 7 innocents. Il est retranché dans son appartement, lourdement armé, il n'a plus rien à perdre. À 3h du matin, vous pensez pouvoir le surprendre, mais un déluge de feu s'abat sur vous, il vous attendait. Durant cette guerre des nerfs qui va durer 32 heures, 2 balles t'atteignent. C'est la première fois que tu es si gravement blessé depuis le début de ta carrière. Et ce 19 mars 2012, à bord de l'avion qui vous mène à Toulouse, toi et tes frères d'armes, vous êtes loin d'imaginer que cette affaire de l'homme au scooter, c'est comme ça qu'on l'appelle encore à ce moment-là, est la première d'une longue série noire. Vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre à ce moment-là. Pas vraiment, sinon que voilà, il y a un individu qui a tué un militaire, Ibn Ziaten, qui vendait sa moto. Quatre jours après, il tire sur 3 militaires à bout portant dans le dos. Et puis 4 jours après, à nouveau, c'est-à-dire le 19 mars, eh bien, dans une école aux Aratora, il tue 4 personnes. Dont 3 enfants. Dont 3 enfants en bas âge. C'est ce jour-là que le raid intervient et que vous descendez. Oui, sur parce Paris. qu'il y a urgence, tous les services de police sont en bas. On descend dans un cadre, on va sûrement aider la police judiciaire. Et puis, quand il y aura l'assaut, eh bien, on sera sur place et ça sera plus rapide. 200 enquêteurs sont mobilisés sur toute la France. Le groupe d'intervention du raid rejoint également Toulouse. Le 20 mars, vers 16h30, le chef du raid m'appelle et me dit « Prépare 3 véhicules de 3 fonctionnaires. On va aider la police judiciaire à creuser une piste. » C'était la piste Mohamed Merah. Vous savez qu'il est radicalisé, qu'il a un fusil d'assaut, vous savez au moins ça. Et à un moment donné, il a ouvert un volet pour voir passer un hélicoptère de la gendarmerie. Donc on savait qu'il était là. On n'est pas sûr à 100% que ce soit lui. Pourquoi vous décidez d'intervenir à 3h10 du matin? Alors en règle générale, les horaires légaux en France, c'est à partir de 6h du matin jusqu'à 21h. Voilà, ça c'est les horaires légaux. Et le juge nous autorise à donner l'assaut à 3h. Finalement, à 3h10, on donnera l'assaut. De nombreux policiers planquent autour de son immeuble et quadrillent le quartier. Tout est prêt pour l'interpeller. Ce jeune homme, vous le prenez au sérieux, c'est un homme dangereux. Vous êtes combien sur place? Au départ, on est un assaut normal, une vingtaine. Une vingtaine. Et après, bien sûr, on fait descendre tout le monde, Ouais. jusqu'à 60. Mais Au départ, cette nuit-là, à 3h du matin, vous êtes 20? Oui, c'est ça, environ. Il y a un chef d'alerte qui est un officier. Moi, je suis chef de groupe, c'est-à-dire que je suis chef d'équipe, je suis chef d'un
d'un demi-groupe d'assaut, c'est-à-dire de 6 personnes, quoi. D'accord. Je suis plus là, pas pour diriger, mais pour accorder les violons. Lors de Coordonné. l'assaut. Dans la colonne d'assaut, je suis environ à la 5-6e position. On savait que c'était un mec violent, enfin ultra violent. On sait qu'on se dirigeait vers une intervention exceptionnelle. Donc on était tous tendus, c'est sûr. Voilà, on était tendus, mais pas plus, on était professionnels. Tu dis on s'attend à un assaut exceptionnel, ça veut dire quoi? Ben, on sait que l'individu en face est un criminel aguerri. Hein, il a tué, il a tué le militaire. Après il a tiré sur les 3 militaires. Il a tué sur les enfants. Là, on sait qu'on va pas avoir affaire à une fleur bleue. Hein. Il n'hésitera pas à vous arroser, à vous tuer. On sait qu'on est dans le dur de l'islamisme. Donc on sait que ça va. On se doute que ça va tirer. Nous, notre rôle, c'est d'attraper les gens vivants. C'est pour ça que ça a duré 33 heures ou 32 heures. C'est pour ça que parmi nous, il y a eu 4 blessés. Voilà, on fait tout pour arrêter les gens vivants, pour faire avancer le système, savoir quelle est la pulsion sociale qui l'a amené à faire ça, et puis surtout, tomber les fournisseurs, tomber la structure qu'il y a derrière, parce qu'il y a une structure. Notre but, nous, c'est de le choper quand il dort. Il nous aurait entendu ouvrir la porte, délicatement pourtant, du hall d'entrée, parce que lui, il n'était pas loin, il était à un demi-palier, c'est-à-dire 8 marches seulement. C'est pas le premier étage, c'est pas le rez-de-chaussée, c'est 8 marches, donc il n'était pas loin de la porte. Il aurait entendu le cliquetis du portail de l'immeuble. Et puis après, il a été étonné que la lumière ne s'allume pas, parce que je me souviens pas, moi, on n'a pas allumé la lumière pour plus de discrétion. Ça, il l'aurait trouvé louche, enfin c'est ce qu'il raconte. Quand on ouvre la porte, il n'est pas du tout surpris, il attend derrière et il tire dans la porte. Donc là, vous y attendiez pas et quelque part, il vous a repéré et il tire à travers la porte. Hein, c'est ça, dès que vous mettez le V1, il tire et il atteint un des policiers du raid en pleine poitrine. Alors j'imagine qu'il a... Alors la poitrine, c'est là où on est le mieux protégé. Il y a plusieurs épaisseurs de gilet pare-balles à cet endroit-là et c'est là qu'on est le mieux protégé. Donc notre pote n'est pas blessé, quoi. La balle a sûrement été déjà bien ralentie par la porte. Et après, elle a impacté poitrine. Lui, il a compris qu'il se passait quelque chose de grave, mais c'est bien après qu'il a dit qu'il y avait 2 balles. Voilà. Sur le coup, il ne percute pas qu'il est touché par 2 balles. Immédiatement, il y a une autre arme qui va dans notre direction. Et là, Mera, après, s'approche, après avoir tiré dans la porte, il s'est approché pour se cacher derrière ces 60 cm de mur porteur. Nous, on pense qu'il a tendu la main droite, pour tirer sur notre pote de l'effraction, et main gauche ensuite sur la colonne. Pourquoi on dit ça? Parce que en fait, ceux qui n'ont été témoins que des bruits, des détonations, on dit qu'il a un fusil d'assaut. Voilà. Parce que ça tirait vite. Mais en fait, on sait qu'il n'avait pas de fusil d'assaut, c'est avec 2 Colt 45. Les 3 premières balles se fichent dans le bouclier du premier de colonne. Le premier de colonne riposte dans la direction de la main, mais il dit ça va très vite. J'ai à peine le temps de voir l'arme et la main, il tire mais il touche rien, il n'arrive pas à toucher l'arme, il n'arrive pas, parce que tout ça c'est à moins de 50 cm. Donc 3 balles vont dans le bouclier, une balle longe toute la colonne d'assaut et touche le genou du 13e. Alors on ne sait pas si c'est un tir direct ou si c'est un tir en ricochet. Toujours est-il que le premier blessé c'est maintenant, mais il a un trou rentrant, un trou sortant dans le genou, mais heureusement son genou n'est pas abîmé mécaniquement. Et puis la dernière balle va dans le mur, ricoche elle fait un demi-tour et touche les fesses du chef d'alerte. Mais ça ne le blesse pas à bloc. Bon, voilà, il saigne du cul, mais ça, c'est pas une zone qui est protégée chez vous? Bah non. Normalement. Ça fait beaucoup en très très peu de temps. Enfin, ce que tu décris là, c'est voilà, très rapide. On se dit là, on a fait avancer l'enquête, hein, parce que jusque-là, c'était pas sûr que c'était lui. Bon, Ouais. bah là, ça y est. Là, ça y est. Là, il n'y a plus photo. Et puis, c'est accompagné de hurlements. Hein. Il ne fait pas que tirer, il raconte aussi des trucs. Il commence déjà à parler. Hein. Déjà, il nous a dit je crains pas la mort. C'est la phrase la mort d'Al-Zaouri. comme vous aimez la vie. C'est ça. J'aime la mort comme Déjà, vous il aimez commence la vie. à vous dire ça. Déjà, il commence à dire des trucs comme ça. On se réorganise, hein, parce que ça tire. On sait qu'on ne rentrera pas dans l'appart tout de suite, hein, donc on recule un petit peu. Enfin,
on bloque la situation. On va chercher des boucliers plus lourds. Et entre ce moment-là où on se réorganise avec les boucliers lourds et que ça commence à négocier, eh bien, mais que ça commence à négocier, mais verbalement, eh bien, il y aura encore 6 ouvertures de feu. Il va encore ouvrir plusieurs fois le feu, 3 fois de notre côté, à travers la porte aussi. Et puis, de l'autre côté, côté sniper, côté exactement, je ne sais pas sur quoi il tire. Moi, j'étais côté colonne, mais il tire côté sniper 3 fois aussi. Donc en fait, dans les 3 premières heures, eh bien, il y a 7 échanges de coups de feu avec lui. Là, vous êtes dans maintenant une situation où vous pourriez rentrer et le tuer, non? Et puisqu'il vient de vous tirer dessus. C'est pas ça la légitime défense. C'est pas ça la légitime Non, défense. la légitime défense, il y a une notion d'immédiateté. Et normalement, tu tires sur quelqu'un qui te tire pour sauver ta vie. Quand tu peux te cacher. Si par exemple un véhicule de voyous te fonce dessus, tu sais qu'il veut te tuer, mais si tu as le moyen de sauter dans le fossé, si tu tires, on va te reprocher d'avoir tiré. Parce que la règle, c'est de te jeter dans le fossé. Donc ces échanges de tirs, ça va durer 2h30 à peu près, c'est ça? Quelque chose comme ça. Il n'y a pas de phase de négociation à ce moment-là? Si, ça négocie. Entre les coups de feu, lui demande de se rendre, quoi. Tu vois, voilà, ça négocie comme ça. Mohamed, tu m'entends? Je suis le négociateur du raid. Il faut qu'on parle tous les deux. Il n'est pas envisageable d'enfoncer la porte et de tirer dans tous les Alors sens. c'est ce qu'on essaie de faire. Sur les coups de 5h du matin, il nous arrive une situation lunaire. Une des voisines vient devant la porte. Pourtant il y avait une eau douille devant la porte. Il y avait des trous dans la porte. Et il y avait notre vérin hydraulique, qui quand même pèse en tout 40 kilos. Et nous, cette personne-là, elle s'est mise devant la porte. Et qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est une voisine? On ne comprend pas. Elle dit qu'elle va au travail. On lui dit de vite dégager. Elle reste pétrifiée devant la porte. Vous êtes cagoulé, Oui. habillé de noir avec des armes, etc. Et elle se met devant la porte. Elle voit les trous devant la porte. Elle voit le vérin hydraulique dans les escaliers parce qu'il était tombé dans les escaliers. Et surtout, elle voit aussi en bas des escaliers notre Ramsès, qu'on appelle ça. C'est un bouclier à roulettes qui pèse 80 kg. Tu ne peux pas ne pas le voir. Il prend toute la place. Et puis derrière, le début de la colonne d'assaut. Voilà. On la tire pour pas qu'elle prenne de balles de Mera. Et on l'évacue. Pourquoi je t'en parle? Parce que moi, jusque-là, dans le demi-palier inférieur, lui, il est dans le demi-palier supérieur. 8 marches pour aller au bouclier, la colonne d'assaut qui s'est réorganisée, et 8 marches à nouveau pour aller au parking, et là où je suis, qui a une belle vue sur sa porte. Et moi, je pensais que jusque-là, j'étais invisible, mais à mon avis, c'est cette négociation rapide avec cette femme-là, dégagée, qu'est-ce que vous faites? Et puis aller la chercher, qui m'a fait me faire repérer. Et quand une demi-heure plus tard, je suis aussi un spécialiste effraction. J'ai proposé, moi, par radio, de manipuler le vérin hydraulique pour le repositionner, pour qu'il ouvre encore à nouveau la porte un petit peu. Donc on ne sait pas encore exactement, mais on se dit on va déjà essayer de rouvrir la porte. Et c'est en faisant cette manip de réouverture de porte que moi, je prends 2 tirs. Là, je prends le premier tir en plein milieu du casque. Ce tir, finalement, la balle ne traverse pas le casque, hein, sinon je serais mort. Mais elle me fait basculer. Et la deuxième balle, au lieu de m'atteindre pleine gorge, eh bien, elle m'atteint derrière l'omoplate et elle fait 2 trous, un trou rentrant, un trou sortant de 10 cm derrière l'omoplate. Voilà. Et donc pareil, j'ai de la chance aussi sur cette balle-là. Mon mécanisme de l'épaule n'est pas abîmé, la balle ne rentre pas dans l'épaule. Mais je prends ces 2 balles-là, je tombe dans les escaliers, et là il vide son chargeur dans les escaliers pour essayer de m'avoir en ricochet à travers le mur béton. Il ne me voit plus, mais il tire encore. Donc là, c'est pour ça qu'on se doute qu'il voit, mais on ne sait pas comment il voit. Maintenant, on a compris comment il voyait ou toujours pas? Non. Non, on ne sait pas. Non, on ne comprend pas. Et des trous dans le mur, il y avait des... Non. Non. La porte, à ce moment-là, elle a ses trous à lui. Plus nous, on a, pour faire cesser la menace, c'est pas un tir police, mais c'est comme ça quand même, quand on se fait tirer dessus, on a aussi tiré dans la porte pour faire cesser les tirs. Toi, tu te prends 2 balles, une dans le casque, qui te sonne vachement, même si elle te transperce pas le crâne. Quand je tombe, alors déjà bizarrement, bon, on peut pas se préparer à ça parce on peut pas avoir l'expérience du feu à ce point. Donc moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai entendu un tut dans ma tête pendant 15 secondes. Donc c'est ça que tu ressens immédiatement, et du coup la balle dans l'omoplate, tu la sens, c'est douloureux? Alors moi, je tombe dans les escaliers.
Et j'ai le réflexe d'aller me cacher sous les escaliers. Voilà, parce que les balles ricochent dans le truc. J'avais du sang sur les tibias. Ma tenue a été mouchetée. J'ai pas été touché par les ricochets, j'ai été touché par les bouts de béton qui ont ricoché. Et donc moi, je me suis caché sous l'escalier. Et là, c'est vrai, j'ai eu un réflexe d'enfant. Là, je suis sorti de l'intervention, en fait. Parce que j'avais mal à la tête, j'avais mal à l'épaule. J'ai glissé ma main gantée sous ma visière et parce que je sentais du sang couler. Et en fait, j'avais chaud là. Donc j'ai passé ma main et en fait j'étais surpris de voir que j'avais pas de sang. Et puis j'ai été ramené à l'intervention parce que j'ai entendu un pote, Nemo, qui hurlait « Marco a été touché, il faut aller le chercher ». Je me suis dit « mince, s'ils viennent me chercher, ils vont passer devant cette fenêtre de tir là, où j'ai subi les tirs, mais que je comprends pas parce que moi j'ai pas vu le terroriste. Donc il peut tirer. Moi j'ai peur que les potes prennent une balle en venant m'aider et je leur dis que je vais m'évacuer tout seul par les garages. J'avais ouvert préventivement la porte avec un extincteur parce que je m'étais dit si jamais ça grenade, comme j'étais moi à la position la plus basse, que ce soit le terroriste qui grenade ou nous qui grenadons, il y a une chance que la grenade me tombe dessus. Voilà. Donc je m'étais dit je vais ouvrir cette porte préventivement et comme ça je pourrais partir si jamais il y a une grenade qui arrive. Et une fois que j'étais dans le parking, quand il a fallu ouvrir la porte qui donne dehors, j'étais un peu inquiet quand même. Je me suis dit ça serait dommage de prendre des balles, mais cette fois-ci de ceux qui font le périmètre de sécurité, parce qu'ils ont peur qu'il va arriver un mec en noir armé. Donc là, c'était un peu rock'n'roll. J'ai ouvert la porte, j'ai mis bloqué avec le pied, j'ai fait coucou. Et ils t'ont pas tiré dessus, ils t'ont reconnu. Oui, oui. Il y a écrit arrête quand même, non Oui, oui, bien sûr, mais bon, voilà, tu tombes sur un émotif, tu sais pas ce qui peut se... Enfin bon, voilà, c'était quand même un peu tendu. Hein. Ouais. Ça avait tiré 7 fois. C'est une des filles du raid qui vient me chercher et qui m'amène au camion pompier qui était à 100 mètres de là. Et à partir, moi je pouvais marcher, hein. En fait j'allais bien quoi. Hein. Ils m'ont amené aux pompiers et ça c'est la chance qu'on a nous policiers par rapport aux militaires qui se font toucher en plein milieu de l'Afghanistan ou du Mali. Moi à peine 10 minutes après j'étais à l'hôpital Purpan et donc ils m'ont gardé, il y avait une hémorragie cérébrale. Donc t'as pas reçu de balles mais quand même l'impact de ton casque sur ton crâne ça a provoqué une hémorragie cérébrale. Bien sûr c'est grave. Oui. T'es préoccupé à ce moment-là, t'es dans quel état toi quand t'es à l'hôpital? Je suis inquiet parce qu'ils m'ont quand même dit que ça saignait donc t'as toujours peur de te dire mince, est-ce que ça s'est arrêté, est-ce que c'est grave, comment ça va partir, etc. Donc t'as un peu cette inquiétude là mais très vite moi ils me montent en chambre avec mon pote qui avait été blessé au genou. Donc on se retrouve tous les deux. Le médecin du raid est sympa, il nous tient au courant régulièrement, il nous appelle pour nous dire comment se passe l'assaut. Et puis forcément on s'est mis sur les chaînes, hein, parce qu'on n'aime pas ces fameuses chaînes en continu, mais là on les a regardées. Je me dis je vais appeler ma femme parce que je sais que c'est à cette heure-là qu'elle se réveille. Quand on est rentré comme ça à l'hôpital, on rentre sous X, quoi, pour pas qu'on ait de problème avec un éventuel complice à l'hôpital. Donc je sais que mon nom ne va pas sortir à la radio, mais quand même, si ma femme apprend que elle sait que je suis sur l'intervention, si elle apprend qu'il y a des blessés, je me dis en voiture, toi, elle pourrait avoir une inattention. Donc je me dis, il va falloir que je lui téléphone. Avant, parce qu'à ce moment-là, il y a déjà l'info que des opérateurs du raid ont été blessés à la télé, à la radio, etc. Bien sûr, on s'en est plein de ça. Mais le périmètre de sécurité a été bien fait dans la Fermera. Les médias, les gens ont été bloqués à plus de 200 mètres. C'était bloqué loin. Mais cependant, après, moi, pendant l'intervention, j'ai vu, il y a quand même de la communication. Quoi. Ces chaînes continuent font leur travail en continu et donc on a entendu des aberrations comme par exemple attention le camion de pompiers est en train de se déplacer, si le camion de pompiers se déplace c'est sûrement parce qu'un assaut va se lancer. Donc nous on se dit mais si moi je l'entends, si la télé, si Mera a une télé, lui il l'entend. Ouais. Donc on se dit ça annonce. Je pensais à ta femme sur une intervention où tu as dit quand même qu'il y avait une certaine nervosité liée à la dangerosité de ce profil. Il y a des choses que tu dis avant de partir sur une intervention comme celle-là? Non. Non, parce que, bon, déjà, c'est une règle. On essaie de pas trop ramener de travail à la maison. Parce que si... Moi, par exemple, il y a des médailles que j'ai reçues que j'en ai même pas parlé à ma femme. Parce que sinon, tu vas être obligé de lui expliquer ce que tu as fait, tu vas être obligé de lui expliquer la situation, et là, tu transfères un stress.
Alors là, je suis bien obligé de lui dire, parce que j'ai pas envie qu'elle l'apprenne à la télé. Ouais, non, mais là, tu viens de te faire tirer dessus, t'es à l'hôpital. Je suis obligé de lui dire. À un moment, il va falloir lui Mais dire. alors là, elle panique. Et là, par contre, elle pleure. Elle dit, ouais, je reviens, je viens de voir. Ben, je dis, non, c'est Toulouse, c'est loin. Et je vais sortir dans 2 jours, je remonterai par Paris, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai essayé de la rassurer, mais va la rassurer en lui disant, j'ai été blessé, mais t'inquiète pas. Je suis à l'hôpital, mais t'inquiète pas. J'ai été blessé à la tête, mais t'inquiète pas. C'est paradoxal. Donc, elle ne me croyait pas. Elle croyait que j'amenuisais l'information. Oui, puis après, elle va assister, j'imagine, elle-même sur les chaînes continues. Ah bah après, c'est la catastrophe. À tout le siège qui a été filmé de différentes façons là-bas sur place, où la tension est excessivement lourde pendant un siège qui va durer 32 heures jusqu'à l'assaut final. Toi aussi, c'est ce que tu fais, tu regardes tout ça. Ouais, moi, on n'arrive pas à dormir. On essaie de dormir, mais on n'arrive pas. Et puis, on ne se sent pas à notre place. Hein. Ben, bien sûr, on ne peut pas faire autrement, mais voilà, l'ambiance est bizarre dans la chambre. Hein. Notre porte est gardée par un policier, parce qu'on a beau être rentré sous X, on se doute que les terroristes peuvent savoir qu'on est là. Hein. Alors, il y a des négociations à ce moment-là. Alors, les négociations se structurent. Un talkie-walkie par la fenêtre, et là, ça va durer pas mal de temps. Je vais t'envoyer quelqu'un avec un talkie. Il va te le jeter par la fenêtre. Et pour nous prouver ta bonne volonté, tu vas nous balancer une de tes armes en échange. T'as bien compris? Il est hyper bavard. C'est lui qui raconte ces deux voitures qu'il a. À un moment donné, il donne un Colt 45 pour montrer qu'il est de bonne foi et qu'il va se rendre, pour faire durer. Parce qu'en fait, après, on l'a su après, toute cette comédie là où il parle, où il dit je vais me rendre, mais il me faut un peu de temps. Ouais. En fait, c'était pour récupérer et pour tenir. Voilà. C'est ça. Depuis ce matin, quand je vous ai demandé du temps, c'était surtout pour reprendre l'énergie parce que j'avais pas dormi et j'étais très fatigué. Après, le fait que vous rentrez, comme je vous l'ai dit, je me défendrai jusqu'à la mort. Oui, il explique ses motivations. C'est au nom de Dieu, hein, au nom d'Allah qu'il a commis ces crimes. Vous nous tuez en Palestine, vous nous tuez partout dans le monde, nous les musulmans. Donc nous aussi, on a le droit de tuer vos enfants, vos militaires, etc. Cette histoire de musulmans, c'est assez spécial. On l'a vu sur tous les attentats qu'on a faits. Eh bien, cette histoire de radicalisation à l'islam, elle est quand même assez bizarre. Alors c'est vrai, il y a radicalisation, parce que Merah, c'est quand même, depuis le CP, il est non maîtrisable par le système scolaire. Donc, et ensuite, jusqu'à la majorité, il cumule des vols, des violences, il conduit aussi, on se demande s'il n'a pas conduit un peu pour le grand banditisme. Enfin bon bref, il fait 15 condamnations avant sa première peine de prison. Tu veux dire qu'il a un sentiment d'impunité Quoi, il est impuni, oui, parce que 15 condamnations, ça veut dire on ne sait pas combien de rappels à la loi il a eu, et combien de fois il ne s'est pas fait choper, et etc., etc. Donc il est impuni, et quand il fait sa première peine de prison... Et c'est là qu'il aura été radicalisé. Et donc c'est là que je veux revenir sur ce mot radicalisé. Tous ces gens dont je te parle là, c'est pas de la vraie radicalisation. C'est-à-dire que chez eux, on a trouvé, chez la majorité d'entre eux, hein, on a trouvé des bouquins sur l'islam pour les nuls, le Coran pour les nuls. C'est pas des théologiens. Leur radicalité, pour moi, elle est plus une admiration d'un style de vie, admiration de Ben Laden notamment. Parce que par exemple, ils ont tous des Kalachnikov. Alors ça, c'est un virage dans la criminalité. Parce qu'avant, nous, les criminels, on les connaît, ils avaient des Colt 45. Parce que leurs héros, c'était les voyous américains, c'était Al Capone, c'est des pistolets. Et opérationnellement, un pistolet, pour faire des crimes dans un appartement, etc., c'est plus logique d'avoir un pistolet automatique. C'est plus petit, c'est plus maniable qu'une Kalachnikov qui est grande, qui est lourde, qui est difficile à manipuler. Pour moi, la Kalachnikov, c'est l'admiration de Ben Laden. Dans ses discours, à part cette fameuse phrase d'Al-Zawahiri, mais qui est un peu rocambolesque, hein, qui est un peu punchline. Moi, j'aime la mort comme vous aimez la vie. Voilà, bon. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit écrit, ça, dans les textes. Voilà. On voit bien qu'on n'a pas affaire à un théologien
Oui, donc quand ensuite son discours, justement, dans ses négociations a été analysé, effectivement, il y a beaucoup d'erreurs, il raconte un peu n'importe quoi. Ce qu'on apprend quand même aussi dans cette phase-là, c'est qu'il est parti, il a beaucoup voyagé, il est parti au Pakistan, il a été formé pendant 15 jours dans les zones tribales, aux armes, à la Kalachnikov en particulier. Ah oui, c'est un djihadiste quand même. Il est tombé malade, il a chopé une hépatite A, il était très malade et il a été rapatrié en France. Et c'est là-bas, dans ces zones, qu'on lui aurait recommandé d'aller taper le sol français et des militaires français. Et ensuite, il est allé plus loin que ça, puisqu'il est allé tuer des enfants devant cette école. Ces négociations, effectivement, elles durent longtemps. Je crois que du côté du raid, il y a le sentiment qu'il va effectivement se rendre, parce qu'il s'est adouci. Le négociateur, il parle bien avec lui, je crois, et c'est pas ce qui va se passer finalement. Non, à partir de 10h30, je crois, le soir, enfin 22h30 ou 23h, il parle plus. Et à partir de là, eh bien, on ne sait pas trop si il a été touché, parce que c'est possible, hein, puisqu'il y a eu des échanges de feu. On ne sait pas s'il a été touché, qu'il est blessé ou mort. Et donc, on décide, tactiquement, de faire exploser les volets pour faire rentrer de la lumière à coup de projecteur et régulièrement d'envoyer des grenades dans l'appartement pour l'empêcher de se ressaisir, l'empêcher de dormir, l'empêcher de reprendre des forces, l'empêcher de structurer de l'explosif. On ne sait pas s'il a de l'explosif, etc. On ne sait pas ce qui devient, on sait pas. On a des outils de détection, mais c'est pas facile. On a des robots pour voir s'il y a de la vie à l'intérieur, derrière un mur. Oui. Mais il y a des échos, enfin c'est pas simple. On n'est pas sûr. Et puis, alors moi je te raconte, là je suis à l'hôpital moi. Hein. Ouais. Je te raconte l'histoire des débriefings et des potes qui me racontent. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc au petit matin, ça fait déjà une trentaine d'heures que ça dure. Là, il y a les gens évacués, parce que pendant la nuit, par contre, on a évacué les voisins. Hein. Mais par contre, dès que ça a tiré, dès qu'on a pu, après, par les fenêtres, aidé par les échelles de pompiers, on a évacué les voisins. Donc ça fait du monde dans la nature. À un moment donné, tu ne peux pas faire le siège d'un appartement pendant 5-6 jours. Donc à un moment donné, il a fallu redonner un assaut. C'est l'assaut du petit matin, où à nouveau, il va y avoir des blessés. Où un groupe va s'approcher de la salle de bain. Un de nos robots détecteurs dit qu'il y a de grandes chances que ce soit là. Dans la salle de bain. Oui, en fait, il se serait protégé dans la baignoire. C'est là que tu es le plus à l'abri pour résister aux balles, etc. L'unité d'élite, de son côté, se prépare à le déloger. Et pour de bon, cette fois-ci. À 10h30, un commando du raid est déjà derrière la porte de son appartement, prêt à investir les lieux. Dehors, des snipers sont positionnés pour couvrir leur progression. Les policiers viennent d'enfoncer la porte. Ils avancent lentement dans ce capharnaüm, redoutant que Mera ait piégé son appartement avec des explosifs. Eh bien, à partir de là, lui, il sort de la salle de bain comme un fou, il charge direction le balcon, comme pour pouvoir sauter du balcon. Là, les collègues sont obligés de riposter, parce qu'ils tirent dessus. Il a en plus une sacoche qui est troublante. On ne sait pas si c'est de l'explosif. Et puis, il est finalement touché et il tombe de son balcon. Puis, il y a d'autres balles, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui tirent sur lui. Donc ça, c'est une opération suicide qui mène en tirant sur les hommes. Il y a combien d'hommes dans l'appartement, ça veut dire, à ce moment-là? C'est 6 d'un côté, 6 de l'autre. C'est 6 environ... sur le balcon et 6 c'est à peu près ça. Dans un appartement qui est petit, je crois qu'il faisait 30 mètres carrés en tout. C'est environ une dizaine de personnes. Ouais, d'accord. Donc là, on imagine ce monde-là, et lui qui sort de la salle de bain. Oui, donc il tire sur tout le monde, donc tout le monde lui tire dessus. Et donc il a pris plusieurs balles. Il y a une balle mortelle du sniper, en effet. Et il tombe du balcon et il est par terre, c'est ça, mort quasiment sur le coup. Hein. Ouais. Toi, t'apprends tout ça à la télé. Ouais. T'es encore dans ta chambre d'hôtel.
Comment tu vis tout ça d'ailleurs? Il y a une bonne polémique à ce moment-là sur le temps que ça prend, 32 heures de siège, on n'a pas vu ça depuis de nombreuses Oui, alors les années. polémiques, il faut faire de l'audience. On a aussi des concurrents, peut-être d'autres groupes qui sont jaloux, il y a toujours des crétins. Et en fait, on a tout entendu. C'est-à-dire, vous êtes des assassins de l'État qui avaient été supprimés MERA parce que c'était un agent secret, enfin filtré, ceci, cela, donc vous l'avez tué immédiatement. Si on avait voulu le tuer, on aurait été un peu plus rapide que 33 heures. Et puis après, on a entendu, mais de la part des fois de mecs intelligents, hein, comment c'est possible à 60 contre 1 de ne pas réussir à arrêter un mec en 33 heures. Tu vois. Alors ces mecs-là qui ont parlé, j'ai les noms, mais bon, ils n'étaient pas venus, hein, tu vois, ils ne sont pas venus nous aider. Nous, on est plus ou moins soulagés. Hein. On a quand même arrêté un mec qui était parti pour faire d'autres morts, hein, puisqu'il était parti sur un rythme un peu fou. Hein. D'ailleurs, après, dans la négociation, il a dit comment il finirait, hein, qu'il allait finir par faire au pif, aller chercher un policier là, aller chercher machin. Bon. Et donc, nous, on a quand même fait notre travail dans le sens où, certes, on n'a pas réussi à l'avoir vivant, mais on a fait cesser le crime, puis on a sauvé des gens, quoi, hein, parce qu'il était vraiment sur une dimension dangereuse pour la population, quoi. Voilà. Est-ce qu'après coup, quand on connaît toute la lecture de là où il a été placé, de ce qu'il avait comme arme, etc., il y avait une solution plus efficace, plus radicale, plus rapide, ou même encore aujourd'hui, tu sais pas comment vous auriez pu procéder autrement? Non, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire, parce que avec les cartes qu'on avait, nous, on n'était pas sûr à 100% que MERA était criminel. Donc tout ça, tout ce que je t'ai dit, pourquoi pas le gaz, pourquoi pas les explosifs, pourquoi on n'a pas... Voilà, c'est parce que... Et puis c'est notre boulot d'arrêter les gens vivants. Alors après, je te parle pas, si par exemple il y avait 5 attentats en France à la suite, peut-être que le 6e, il y aurait un changement d'état d'esprit, mais c'est même pas sûr. Parce que la règle, la loi reste la loi. Et nous, on est des auxiliaires de la loi avant tout. Est-ce que ça a changé, toi, ta façon de faire ton travail après cet assaut-là? Moi, personnellement... Alors oui, ça a changé un peu ma vie, parce que, surtout par rapport à ma femme. C'est-à-dire que ma femme qui ne me mettait pas du tout la pression par rapport à ce métier, il a fallu que je l'appelle quand je partais, que je lui donne un peu plus de renseignements. Moi, j'ai pas été super stressé par ces 2 balles, parce qu'en fait, j'ai été blessé par surprise. J'ai pas... Tu vois, c'est-à-dire que, je vais donner un exemple, à chaque intervention, il y a des moments où on est plus choqué par des balles qui sont même pas tirées, que par des balles tirées. Parce qu'à chaque intervention, il y a des nœuds, un carrefour dans l'appartement, où on ne peut pas le faire de manière sécurite. C'est-à-dire que normalement, quand on voit un danger, on appelle quelqu'un qui surveille ce danger avec ses 2 yeux et son arme, et on avance comme ça pour ne laisser aucun danger susceptible de nous toucher. Mais des fois, tu tombes sur un carrefour où tu ne peux pas mettre, et donc tu es obligé d'accélérer. Et donc sur ces 3 mètres que tu fais, tu risques de prendre une balle. Tu te dis, bon ben là, sur les 2 mètres que je vais faire en accélérant, si ça tire, je vais prendre une balle. Et là, même si c'est pas tiré, même si ça tire pas, ben tu es quand même marqué. Moi, j'ai continué à aller au travail, j'ai pas pris mon arrêt de travail, parce que je voulais pas rester chez moi tout seul. Je voulais bénéficier des briefings, tout ça. Donc j'ai été au travail, mais j'ai pas fait d'intervention pendant, je sais plus, pendant 2-3 mois. Il y a beau avoir eu ces polémiques sur le temps qu'avait pris ce siège, cet assaut, etc. Plusieurs d'entre vous, et c'est ton cas, ont été décorés de la Légion d'honneur. Ce sont les militaires et les gendarmes qui attrapent ces médailles-là, les gradés, qui attrapent ces médailles-là dans leur cursus professionnel. Nous, un opérateur d'assaut, comme moi, je n'étais pas gradé. Moi, je suis rentré gardien de la paix. Je suis ensuite passé brigadier chef, j'ai fini major, mais moi je fais partie des corps dans l'armée, on appelle ça des sous-officiers. Voilà. Et en règle générale, on n'attrape pas ces médailles-là, nous. Et contrairement à l'habitude, plutôt que de récompenser uniquement les grands chefs et les chefs, ils ont fait moitié-moitié et ils ont récompensé aussi beaucoup d'opérateurs. Il m'a remercié pour avoir été blessé. Une médaille, ça cicatrise un peu, hein, l'air de rien. Tu vois, même si c'est des broutilles, ça n'apporte rien, mais on n'est pas des enfants, mais on aime quand même la reconnaissance de notre travail. Quand on s'investit dans notre travail, on est content. Et puis aussi le fait que d'avoir signalé à mes camarades de ne pas passer, j'ai peut-être évité à certains potes de prendre des balles. Donc voilà, donc moi j'ai eu la Légion d'honneur. C'est une reconnaissance qui t'a touché? Bien sûr. Ouais.
Bien sûr, parce que je te dis, c'est des médailles que nous, en tant que sous-officiers, on n'a jamais. Le raid s'est illustré dans beaucoup d'affaires qui ont ému la France et qui nous ont fait réaliser l'importance d'un service d'élite et de policiers qui sont prêts à donner leur vie ou en tout cas à prendre tous les risques pour sauver la nôtre et pour nous aider à protéger nous-mêmes et nos enfants. Alors merci pour ça, Marc. Merci. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir donné autant de détails sur ce que tu as vécu et sur toutes les techniques du raid. Merci, c'était un témoignage passionnant. Merci à vous de m'avoir laissé parler de mes camarades et de cette unité.